Então, muito boa tarde. Nós acabamos de ter aqui agora uma reunião trilateral que junta os três secretários de Estado dos Assuntos Europeus de França, da Espanha e de Portugal. Esta reunião realizou-se a última vez por videoconferência em abril de 2020 e é um prazer poder receber hoje aqui em Lisboa os meus dois colegas para discutirmos temas importantes da agenda europeia, nomeadamente quando se aproxima a presidência francesa do Conselho da União Europeia. Discutimos as prioridades francesas e como é que elas se encaixam com o trabalho desenvolvido pela presidência portuguesa do Conselho e como é que elas terão depois a sua continuação durante a presidência espanhola, que também já se avizinha. Falámos de temas muito importantes da agenda europeia, a agenda climática e a energia, sobretudo a questão também dos preços da energia, estando os três países de acordo com as soluções que têm sido apresentadas e trabalhando em conjunto para melhorar também a questão das interconexões entre os três países, nomeadamente as conexões elétricas. Falámos também ainda na área do clima da importância dos oceanos e do nexo entre os oceanos e o clima. Como sabem, realizar-se-á no próximo ano em Portugal a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos aqui em Lisboa e trabalhamos com a França na organização de uma conferência importante chamada One Ocean, que terá lugar no início do próximo ano, também sobre esta matéria dos oceanos. Falámos também da agenda digital, da importância de fazer aprovar as diretivas que estão neste momento em debate no quadro europeu para que a agenda digital, em conjunto com a agenda climática, possa impulsionar o desenvolvimento económico da União, não deixando ninguém para trás, ou seja, tomando em linha de conta as questões sociais que as duas transições nos podem levantar. Falámos também, e muito importante para nós, de coesão territorial, do papel das regiões, falámos da possibilidade de criarmos uma macro-região atlântica e falámos também das regiões ultraperiféricas que só os três países possuem. E, finalmente, as migrações, África, América Latina e, não menor, a questão do Estado de Direito e da concretização da Conferência sobre o Futuro da Europa, aspectos em que estamos completamente de acordo os três, na importância desta conferência para fazer ouvir a voz dos cidadãos europeus sobre o seu futuro e na importância do Estado de Direito para a construção da Europa atual e da Europa do futuro. Eu passaria agora a palavra ao meu colega francês. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Ana Paula et cher Juan. Très heureux d'être de retour à Lisbonne et pour la première fois depuis 2 ans, France a un format de trilatéral de manière physique et plus conviviale. Je n'ai rien à ajouter aux points que tu as listés, qui font partie de nos domaines de coopération essentiels, qui montrent que ce format est très utile. Nous sommes évidemment liés par la géographie sur le plan des interconnexions énergétiques en particulier. Nous sommes liés pour certaines de nos travail ensemble sur des enjeux de climat, de biodiversité marine en particulier, et nous avons cherché à faire avancer aujourd'hui l'ensemble de ces sujets. Ce que je voudrais ajouter, que dans quelques semaines, nous en avons parlé, la France commencera une présidence du Conseil de l'Union européenne qui intervient quelques mois après la présidence du Portugal et quelques mois avant celle de l'Espagne, ce qui justifie aussi notre coordination. Et j'ai insisté sur 3 grandes priorités qui peuvent donner lieu à des résultats concrets pendant cette présidence, avec des textes législatifs européens importants, sur le climat, et notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, sur l'agenda social qui avait été dynamisé par le sommet de Porto.
et sur lequel nous voudrions faire avancer en particulier la directive sur les salaires minimums en Europe, et puis la question numérique et de sa régulation, là aussi, avec 2 textes européens importants qu'on appelle DSA et DMA, qui donnent une responsabilité aux grandes plateformes numériques qu'on a besoin de reconnaître pour que les contenus qui sont diffusés, les produits qui sont vendus, aient cette responsabilité juridique plus claire et plus sérieuse. Sur tous ces sujets, je crois pouvoir dire que nous sommes en très proche, sinon total. Et je sais que la France pourra compter sur le soutien actif de l'Espagne et du Portugal pour faire avancer ces dossiers parmi d'autres. Nous en avons évoqué de plus difficiles, la question des migrations ou les questions de défense qui seront aussi au menu de notre présidence. Et puis bien sûr, la question de la conférence sur l'avenir de l'Europe que Anna Paula évoquait à l'instant, qui nous tient beaucoup à cœur puisque nous avons pris cette initiative politique il y a un peu plus de 2 ans. C'est la présidence portugaise qui l'a lancée et débloquée, car ce fut parfois difficile. Nous aurons la responsabilité, sous la présidence française, de donner de premières orientations politiques importantes sur la réforme de l'Union européenne et sur les enjeux qu'on évoquait, je pense notamment au climat. Et puis, sans doute, les travaux poursuivent d'une certaine manière sous les présidences suivantes pour avoir des réformes plus précises, plus détaillées. Et nous avons discuté aussi de cela avec Juan et Anna Paula cet après-midi au déjeuner, car je crois que cet exercice de participation, nous l'avons fait à l'université Nova ce matin, nous tient à cœur et qu'il est nécessaire, même si c'est toujours un pari, mais c'est toujours difficile, de le réactiver pour, après cette crise, donner un peu plus envie d'Europe et prendre des idées nouvelles pour la réformer. Merci beaucoup encore, chère Anna Paula, de ton accueil aujourd'hui à Lisbonne. Muchas gracias, querida Ana Paula, querido Clément, por haber organizado esta reunión aquí en Lisboa. Hacía casi 2 años que no nos reuníamos en este formato por la presidencia portuguesa, por la pandemia, y es un formato utilísimo. Estamos de acuerdo en la mayor parte de los dosieres y en aquellos en que hay discrepancias estamos de acuerdo en que terminaremos alcanzando un acuerdo y es importante. Estamos convencidos. Otra cosa, y me gustaría incidir en un aspecto que ha mencionado Ana Paula, entre los asuntos que hemos hablado, que además son específicos en nuestros países por nuestra condición atlántica, es la cuestión de las regiones ultraperiféricas, es cierto que también hay un par de ellas en el Índico, es también la cooperación de nuestras regiones atlánticas, pero de manera más amplia es la cooperación de nuestros países y quizás de otros en un eje atlántico. Y quiero decir que Francia y España tienen ambos litoral atlántico y mediterráneo, Portugal solo atlántico, pero desde el principio ha sido un socio esencial en la cooperación mediterránea. Y quizás ha llegado el momento en que bajo el liderazgo portugués, en tanto que plenamente atlántico, también explotemos a fondo en qué consiste esta dimensión atlántica de la Unión Europea con otros países y sobre todo en un escenario post-Brexit. Y yo creo que es una pista interesante para continuar y en la que vamos a seguir colaborando los próximos meses y solo me queda desearle lo mejor a la presidencia francesa que se inicia dentro de unas semanas y que puede contar con todo nuestro apoyo, sin duda. Muchas gracias. Muitas gracias, Juan. Só para complementar que nós tivemos hoje de manhã uma reunião bilateral com o nosso colega francês, em que discutimos também a agenda bilateral França-Portugal, e tivemos um evento organizado no quadro da Conferência sobre o Futuro da Europa na Universidade Nova de Carcavelos, e esta tarde teremos a parte espanhola, com um olhar sobre os resultados alcançados durante a Cimeira Luso-Espanhola de Trujillo, que teve lugar há poucos dias, e dar início aos trabalhos de implementação dos acordos alcançados nessa Cimeira. Portanto, é trilateral e duplamente bilateral este nosso encontro de hoje. Obrigada.
Sur le deuxième point, on va évidemment faire le maximum malgré un contexte national d'élection présidentielle et législative pour avancer les dossiers. Et nous en avons parlé, je cherche évidemment à l'expliquer, à rassurer tous les collègues européens. Nous aurons une présidence active du premier au dernier jour. Ce ne sont pas des mots, nous sommes organisés pour cela. Même dans la période d'élection et de campagne officielle qui dure quelques semaines, nous avons un travail diplomatique qui continue par nos ambassades, par notre représentation permanente à Bruxelles, en application des orientations du gouvernement. Donc les choses ne s'interrompront pas. Et pour un certain nombre d'exercices à dimension plus directement politique, des réunions ministérielles informelles, comme le fait chaque présidence, comme nous le ferons en France, nous les concentrons sur les périodes qui ne sont pas directement concernées par la phase de campagne, selon nos règles nationales, et notamment sur le premier trimestre. Donc ça nécessite un peu d'acrobatie ou d'organisation, de travail supplémentaire, mais en tout cas, on a une responsabilité. La présidence, c'est d'abord un honneur et une responsabilité. On ne mettra pas en suspens le travail du Conseil et le travail européen pendant une période de campagne. Il y a quelques semaines qui nécessitent un peu d'organisation supplémentaire, mais nous nous préparons à cela. Et quant aux résultats de la présidence française, indépendamment de cette question électorale, j'espère qu'ils seront évidemment les plus importants possibles, pas seulement pour ne pas causer trop de difficultés à nos collègues espagnols qui vont suivre quelques mois plus tard, mais aussi parce qu'évidemment nous avons des ambitions importantes, notamment sur les 3 sujets que j'évoquais et sur lesquels je crois qu'on partage la volonté de réussir, le social, le climat et le numérique. Sur la question de l'énergie, si j'ai bien compris l'intégralité de la question, vous demandiez s'il y a plus d'accords que de désaccords entre États membres en général. Et je crois qu'on n'a pas encore une politique énergétique européenne harmonisée. D'ailleurs, elle ne peut pas l'être complètement, puisque nous avons des situations géographiques, des mix énergétiques, des bouquets énergétiques qui sont très différents par l'histoire, et des choix politiques aussi. Le nucléaire en fait partie. Certains pays l'ont, comme la France, très significativement, d'autres ne l'ont pas du tout. Et il ne s'agit pas d'imposer une solution unique à tous les pays. Personne ne veut cela. En revanche, on a des objectifs climatiques communs. Et au dernier sommet européen, je crois qu'on a progressé pour dire, notamment sur le nucléaire, cette reconnaissance nécessaire que diverses sources d'énergie, dont le nucléaire, sont nécessaires dans le mix énergétique cumulé, combiné de l'Union européenne pour atteindre nos objectifs de décarbonation à 2030, moins 55% d'émissions, et à 2050, la neutralité carbone. Ça ne veut pas dire que tous les pays feront les mêmes choix, que tous les pays sont obligés de faire les mêmes choix, et qu'il y aura soudainement tous les pays qui auront des programmes nucléaires, mais certains pays le développent. Quand je prends un pays comme la Pologne, par exemple, il ne peut pas passer du charbon significativement développé à la neutralité carbone sans avoir des solutions décarbonées, diversifiées, renouvelables bien sûr, mais sans doute aussi, ce sera un choix souverain du gouvernement polonais, le nucléaire. Mais je le cite comme exemple pour montrer qu'on a besoin de cette diversité de choix. Et je crois que cette idée a progressé dans les dernières discussions européennes. Et il y a un point sur lequel on a beaucoup travaillé ensemble avec l'Espagne et avec le Portugal, ce sont les prix de l'énergie aujourd'hui, avec l'idée qu'on doit créer sans doute de nouvelles initiatives et de nouvelles idées pour mieux maîtriser ces prix, peut-être des achats en commun. On a évoqué ce type de piste, ça n'est pas fini. Les ministres de l'énergie, de l'économie en ont parlé, nos chefs d'État et de gouvernement en ont parlé, mais on travaille là aussi sur des solutions de court terme pour limiter l'impact sur le pouvoir d'achat et les dépendances européennes à court terme sur la hausse des prix. A su pregunta, todavía la presidencia española está lejana en el segundo semestre de 2023 y habrá que ver el distinto estado de los dosieres. Será una presidencia importante en el sentido de que habrá a los pocos meses de su término elecciones al Parlamento Europeo y en esas circunstancias es mayor el número de expedientes que se tienen que cerrar. Lo que sí le puedo decir desde esta perspectiva y teniendo en cuenta nuestras conversaciones es que el trabajo previo que ha hecho la presidencia portuguesa, el que hará la presidencia francesa, por supuesto la checa y la sueca serán muy importantes, y en concreto nosotros tres, porque hay una serie de asuntos en el que tenemos una visión parecida, la importancia del Mediterráneo, la importancia de África,
la importancia de América, América Latina y el eje transatlántico, la importancia del pilar social, y aquí quiero recalcar el trabajo fundamental que ha hecho Portugal con su cumbre social de Oporto, y luego un aspecto que es común a nuestros tres países y es nuestro absoluto convencimiento europeísta. Es decir, que cuando se empieza una presidencia se hace sobre todo con una perspectiva en lo que buscamos es el interés general de Europa, porque creemos en el proyecto y porque, en concreto, por ahora puedo decir que una de nuestras fuentes de inspiración para actuar será cómo lo ha hecho la presidencia portuguesa en unas circunstancias muy difíciles y que ha recibido el elogio unánime de todo el mundo. Y estoy seguro que otro tanto ocurrirá con la presidencia francesa. Muchas gracias. Se posso só acrescentar que dos elementos que nos une aqui também é a questão das regiões ultraperiféricas. Neste momento são os Açores, que têm a presidência da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas e são um conjunto de entidades europeias que nós temos que preservar, cuja especificidade temos que sublinhar e que podem trazer elementos muito interessantes para a própria construção europeia e alargar da influência europeia no mundo, porque eles alargam a nossa base geográfica no mundo também. Falámos da importância destas regiões ultraperiféricas, das suas especificidades, em termos também da energia, da importância do transporte para estas regiões, da importância dos preços dos combustíveis e também outros elementos que têm a ver com a luta contra a pandemia e ver como podemos ajudar estas regiões neste seu trabalho. Portanto, além de todos os dossiês europeus, temos também este em comum, o das regiões ultraperiféricas, e manifestamos aos nossos colegas espanhóis a solidariedade para com a ilha de La Palma e com um incidente tão grave que as famílias e as autoridades locais enfrentam nestas circunstâncias. A la presidencia portuguesa y a Francia que haya esta mención específica de solidaridad hacia la isla de Palma, que lleva unas semanas muy, muy duras, y aparte de lo que se puede hacer domésticamente, nacionalmente desde España, y lo estamos haciendo, la participación europea a través del Fondo de Solidaridad, a través del POSEI, que es el programa específico de apoyo a la agricultura, y otra serie de actuaciones, será muy importante para la recuperación de la normalidad en la isla de La Palma. Por tanto, muchas gracias a ambos por haber recogido esta mención específica a la isla de La Palma. Acho que, não havendo mais perguntas, nós aprovamos em conjunto uma declaração onde todos estes aspectos estão exarados e a declaração está disponível para a imprensa, de momento só em francês, mas daqui a pouco já estará em português e em espanhol. Muito obrigada.